a une existence au cinéma, mais qui est assez particulière, qui est que finalement, c'est comme si on partait du principe que de toute manière, le policier robot était une mauvaise idée de base. C'est-à-dire que Robocop, c'est déjà, l'ingénieur propose un policier robot, ça marche pas, il y a un autre ingénieur qui va proposer un policier à moitié humain déjà. Donc finalement, le policier robot très vite est mis en question par le cinéma, par l'imaginaire, et en même temps l'idée revient régulièrement aussi avec plus tard des films comme Chappie, je ne sais pas si vous avez vu, où cette fois donc une force de police robotique va avoir un de ses membres qui d'abord va devenir gangsta et ensuite va s'humaniser. Et toujours en fait au travers du policier robot, on interroge deux choses finalement. On interroge à la fois le fantasme d'un ordre qui serait débarrassé de la part humaine, de la part aléatoire, et d'un autre côté aussi on interroge la fusion possible de la machine ou de l'humain, ou l'humanisation de la machine. Et finalement le policier robot soulève beaucoup de questions aussi, et finalement se détache très vite de ses pendants scientifiques pour aller vers des pendants philosophiques et politiques qui je pense vont parler à notre troisième panéliste. Je suis invitée à parler. Donc, moi, ce qui me... Enfin, merci en fait d'avoir abordé la question sous ce biais. Parce que, évidemment, quand on voit le flic robot de Robocop au drone, Robocop, c'est pas un robot, c'est en fait un cyborg. Hein, mais donc, effectivement, j'avais plus en tête ce détail, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film. Mais effectivement, au début de l'histoire, ils ont d'abord un flic robot, il s'aperçoit entièrement robotisé, et il s'aperçoit, alors je me souviens plus exactement pourquoi, mais que c'est pas satisfaisant, c'est très simple. Alors la première scène où on présente le flic robot dans Robocop, désolé s'il y en a qui le connaissent par cœur dans la salle, c'est en gros, il entre dans la salle du conseil d'administration, le flic robot, il pointe son pistolet sur un ingénieur, là on est censé arrêter le flic robot, sauf que ça marche pas, ça s'emballe, et il écrase l'ingénieur sur la maquette de la nouvelle ville de Détroit que veut construire la méchante compagnie, dans une gerbe de sang et d'hémoglobine comme seul Verhoeven sait le faire. Oui, c'est ça. Donc il y a l'idée que dès le début, en fait, la machine... Alors c'est le thème classique de la machine qui échappe à son créateur, et on se dit qu'il vaut mieux... C'est intéressant, hein, parce qu'il vaut mieux, même si on veut robotiser la police, il faut lui garder une part d'humanité, et donc on va faire Robocop. Et après, il y a tout un tas de questions effectivement très intéressantes qui se posent dans Robocop sur l'humanité du robot. Et je pense que ça, c'est une question qui traverse toute cette problématique, parce que vous avez ça aussi dans les mangas, et notamment dans tous les mangas de Masamune Shirow, donc, qui est notamment l'auteur de Ghost in the Shell, mais qui est aussi l'auteur d'une autre série dont là tout de suite j'oublie le nom, mais qui met en scène des mechas, hein, des Goldorak, voilà, des robots des mini Goldorak en l'occurrence. Et cette problématique, en tout cas dans Ghost in the Shell, elle est extrêmement importante, puisque dans Ghost in the Shell, il y a toute la question. Alors il y a à la fois la BD, donc de Masamune Shirow, qu'il faut prendre en compte. Il y a l'animé de Mamoru Oshii, donc Ghost in the Shell 1 et Ghost in the Shell 2, Innocence. Et il y a aussi la série qui est encore un troisième élément de cet univers transmédiatique. Et donc, l'une des questions les plus intéressantes qui est posée dans Ghost in the Shell de Mamoru Oshii, donc le film, et j'ai même écrit un article dessus, c'est la question que le personnage principal, qui s'appelle le Major Kusanagi, elle se pose elle-même la question de sa propre humanité, parce qu'elle a tellement... Enfin, son corps a été tellement entièrement robotisé, et elle ne sait plus exactement, en réalité il lui reste que quelques neurones, et donc elle se pose la question de savoir est-ce que d'abord ces neurones sont vraiment là, et est-ce qu'il lui reste quelque chose d'humain. Mais il y a aussi donc quelque chose de très intéressant à mettre en regard, qui apparaît plutôt dans la série, donc, où là il y a dans les petites séquences, je suis sûre qu'il y a des spécialistes qui se souviennent mieux que moi des noms exacts, mais il y a les petites séquences conclusives de la série qui mettent systématiquement en scène des robots qui eux sont pleinement robots, et qui sont des robots
des robots policiers et qui accèdent même à une sorte d'humanité. Et alors c'est cette question donc, qui traverse alors la fiction, mais elle traverse aussi le réel, parce que toute la problématique de l'utilisation des drones, en tout cas par l'armée américaine, alors là on n'est plus exactement dans la thématique de la police, mais c'est connexe. Aujourd'hui, les drones sont essentiellement télécommandés. C'est pas des robots dans le sens où c'est pas des entités autonomes, même si c'est à l'étude et qu'il y a parfois un tout petit peu d'autonomie qui leur est donnée. Aujourd'hui, pour autant que je sache, les décisions capitales de décider si on tue quelqu'un ou pas, est-ce que c'est un ennemi combattant ou est-ce que c'est un civil, c'est des humains qui le décident et qui le décident depuis leur ranch au Texas, alors qu'ils agissent sur un terrain qui est à des milliers de kilomètres. Et donc il y a cette hybridation homme-machine, elle a aussi lieu de cette manière. Voilà, je vais arrêter, j'ai déjà commencé par comme ça. Il y a un film sur le sujet qui s'appelle Good Kill de Andrew Niccol, qui présente justement ça, le gars militaire qui est aux États-Unis et la base militaire se trouve dans un endroit désertique. Il y a une série de cabanons et donc il vient tous les jours s'asseoir devant un écran pour piloter un drone et lancer des bombes en Afghanistan. Alors en même temps qu'il surveille avec les visions par satellite, il peut tout voir. Il voit par exemple une femme qui se fait régulièrement violer par quelqu'un et ça commence à poser justement le problème de ce que l'on fait avec ce genre d'outils. Soit on s'en sert pour la guerre et on va lancer une bombe sur les extrémistes qui se réunissent à tel endroit, avec peut-être le problème qu'un gamin passe dans le champ juste au mauvais moment et qu'on ne l'avait pas remarqué. Soit on a aussi envie d'intervenir et d'aider quelqu'un, alors que ça n'a pas du tout son rôle, il n'a rien à faire, il peut intervenir. Donc là, oui, on a toutes ces problématiques sont déjà posées dans ce film et ils se sont très très mal à l'aise en fait de mener une guerre de cette manière-là sans vraiment être militaire, sans vraiment être sur le terrain et de le faire à distance depuis les États-Unis. Ceci dit, un Robocop, c'est juste donc, oui, comme tu disais, un humain. Moi j'ai l'impression que ça me fait penser au chevalier du Moyen-Âge. Il a une armure. Et c'est un justicier. Bon là c'est un policier, mais on peut avoir un justicier, c'est Iron Man. C'est pas vraiment la même chose parce que Robocop justement, et notamment dans Robocop 2 de Kirchner, qui est assez injustement très dévalué par rapport au Robocop de Verhoeven, je trouve, on va plus loin dans le jeu entre l'humain et le robot. Et notamment donc, la société qui a fait Robocop le reconditionne dans le 2 en lui donnant toute une série de directives, notamment donc, toujours faire un sondage d'opinion avant de s'exprimer, ce genre de choses, qui font que quelque part, ces directives qui ressemblent un peu finalement au code de conduite Facebook de nos jours. C'est comme si on disait on va avoir une grille des comportements humains, ou plutôt des comportements acceptables, et comme l'humain n'est pas lui-même capable de gérer ses propres comportements acceptables, on va déléguer ça à une machine. On essaye vraiment de faire de Robocop une machine dans le 2, en lui déniant toute humanité. Et finalement, il y a cette superbe scène où il se libère en allant se griller les doigts dans une boîte à fusibles, et en disant I am free, il se grille les doigts dans une boîte à fusibles. C'est une assez jolie scène. Et voilà, on est toujours dans ce fantasme quand même de dire oui, mais si des robots ou si des algorithmes prenaient en charge l'ordre à notre place, les choses se passeraient peut-être mieux, ça serait débarrassé de l'aléatoire humain. Et vraiment, avec ce qui se passe aujourd'hui sur Internet ou sur les réseaux sociaux, on est en plein dans ces problématiques-là. Et finalement, ce qui se passe une fois que donc, Robocop a toutes ces directives dans le cerveau, ça fait qu'il va donner des cours de nutrition à des mômes qui viennent de tabasser un pauvre vendeur d'articles de sport, si ma mémoire est bonne. Voilà, sans se préoccuper du fait qu'ils aient tabassé le vendeur en leur disant maintenant quelques cours de nutrition, alors que c'est pas vraiment... c'est ce qu'on voit aussi sur Facebook, c'est quand on va censurer l'origine du monde et aussi la petite fille au dos n'a palmé. Ça pose le problème de quand on délègue quelque chose par solution de facilité à des machines ou à des algorithmes, finalement, on arrive à créer des situations qui sont pires que celles qu'on avait voulu éviter. Ça pose vraiment un problème de responsabilité humaine pour le coup. Et c'est ce que tu disais aussi sur le drone, c'est comment on veut se dédouaner de quelque chose en quelque part diluant notre responsabilité.
ça avait peut-être déjà commencé avec n'importe quelle guerre à distance, l'arc et les flèches, le fusil, et puis maintenant d'autres choses, et toujours plus loin le missile. Mais la question de la déshumanisation, en effet, me semble très importante.